Bonjour à toutes. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un seul livre. C'est pour moi un de mes romans préférés absolus et je tenais vraiment à faire une vidéo qui lui soit spécialement dédiée parce que malheureusement c'est un roman qui est en train de tomber dans l'oubli. Il est de nouveau plus publié, plus publié en France, pardon, et j'espère que ça reviendra. Il s'agit de Lolly Willows, donc Laura Willows en français, de Sylvia Townsend Warner. Donc l'édition dans laquelle j'avais découverte, c'est celle-ci, c'est chez Arcane, collection Arcane, pardon, et édition Joël Losfeld. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, tant mieux, mais apparemment ils ont cessé la publication. Et je voulais faire une vidéo pour le remettre un petit peu, comment dire, pour vous en parler un petit peu, sachant que si vous suivez ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, c'est pas du tout la première fois que je parle de ce roman. C'est vraiment un roman que j'adore, donc j'en parle assez souvent au final. Et là, en fait, j'ai profité d'une lecture commune que j'ai faite début octobre, je crois, avec Birin Lucky. Je vous mettrai son... Birin Cares, pardon, elle a changé Birin Cares, et je vous mettrai le nom de son compte Instagram. C'est un compte Instagram que je suis depuis un petit moment, et c'est une personne qui fait notamment des lectures à voix haute, et je vous recommande son compte. Du coup, pour cette vidéo, j'ai fait le choix du spoil, tout simplement parce que ce livre est dans un état tel d'oubli que je pense qu'il faudrait spoiler certaines thématiques. Alors maintenant, je ne vais pas vous spoiler l'intrigue, je ne vais pas vous spoiler les détails. Par contre, au niveau des thématiques qui sont essentielles, inhérentes à ce livre, je vais me permettre d'en spoiler une. Je vous dis spoiler parce que c'est dommage, parce que c'est une thématique que moi j'ignorais quand je suis tombée sur ce livre, et que j'ai découverte à la lecture de ce livre. Donc je trouve dommage de la connaître à l'avance, mais en même temps, le livre est dans un tel oubli que je me dis qu'il vaut mieux en parler finalement de cette thématique, afin de redonner l'envie aux gens de découvrir ce livre. Voilà, je sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais en tout cas, si vous êtes d'accord avec ça et que ça vous intrigue et que vous avez envie de connaître la suite de cette vidéo, je voulais vous dire que dans un premier temps, je vais surtout vous parler d'un aspect plus personnel, de ma rencontre avec le livre et de l'impact qu'il a eu sur ma vie, sur ma réflexion, etc. Et dans un second temps, je reviendrai un petit peu plus sur, on va dire, une forme d'analyse de l'œuvre, où je vous parlerai des deux thématiques spécifiques, une qui est évidente et qui n'est à mon sens pas du spoil, et une seconde qui l'est un petit peu moins, elle est révélée vers la fin du livre, mais qui à mon sens est essentielle et dont je voudrais vraiment vous parler en fait dans cette vidéo. Donc vous pourrez toujours arrêter de regarder cette vidéo en cours de route si vous souhaitez ne pas être spoilé sur les thématiques. Voilà. Pour moi, ça a été la troisième lecture, donc je l'avais déjà lu deux fois. Je l'ai lu la première fois en 2010 ou 2011, j'ai du mal à me représenter. Et je l'ai relu une deuxième fois en 2017, je crois, ou peut-être 2018, là encore j'ai un peu un doute. Et donc cette année, en 2021, je l'ai lu en version originale cette fois, en anglais donc. Que la version anglaise est toujours publiée, elle est chez Penguin Modern Classics, donc celle-ci on la trouve très facilement. Et si vous avez un niveau d'anglais comme moi qui est bon, qui est pas bilingue, mais où vous arrivez à lire des articles ou certains ouvrages de non-fiction ou certains romans, vous pourrez tout à fait le lire. Le style est très beau, il est ciselé, il est soutenu, mais il est tout à fait compréhensible pour un niveau qui n'est pas bilingue. Alors, je voulais vous parler maintenant un petit peu de l'aspect de ma rencontre en fait avec ce livre, donc un aspect un peu plus personnel. Euh, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que dans les livres qu'on préfère, souvent, si on les préfère, c'est parce que c'est pas juste le moment de la lecture qui nous a plu, c'est tout ce qui s'est passé ensuite, tout ce qu'ils ont pu nous apporter en matière de nourriture intellectuelle et spirituelle, et d'écho par rapport aussi à nos vécus. Donc moi, je l'ai lu une première fois où j'occupais en fait un emploi qui me convenait, et ça a été difficile parce que quand vous n'avez pas de diplôme, vous êtes souvent amené à travailler dans le secteur du service, et ce qui signifie que vous occupez des emplois assez débilitants, où vous êtes traité pas très bien. Et là, pour le coup, c'était un emploi où j'avais des collègues adorables, où il y avait une bonne entente, très familiale, et enfin, c'était très sympa. C'était un cinéma d'art et d'essai, et vraiment, j'en garde d'excellents souvenirs. Et c'est une période, du coup, dans ma vie où j'ai pu commencer à relire, parce que avant ça,
lire m'était vraiment difficile. J'ai été diagnostiquée avec un TDAH, donc alors moi c'est sans hyperactivité, du coup je resterai sur le terme TDA, donc trouble déficitaire de l'attention. Et je sais que à l'heure actuelle, ce qui est difficile pour moi, ce sera plutôt les films, les écrans. J'arrive pas à rester devant, j'ai beaucoup de mal à maintenir l'attention sur certaines choses, sur certaines actions que je fais. Et je dois parfois conjuguer en fait mes actions, faire du multitâche, etc. pour parvenir au bout de mes actions, ce qui va faire que je vais mettre 2 fois plus de temps que quelqu'un qui n'aura pas un TDA pour faire les choses. Voilà. Maintenant, au niveau de la lecture, j'ai aménagé ma vie d'une telle façon que j'arrive à très bien gérer mes lectures. C'est voilà, parce que c'est ma passion et que j'ai vraiment, on va dire, dédié du temps et de l'énergie pour ça. Donc j'arrive beaucoup plus à lire qu'avant. Mais à cette époque-là, j'avais mon travail, j'avais mon copain, j'avais mes amis. Souvent, vers les 20-25 ans, c'est le moment où voilà, on se cale un petit peu dans la vie. On a aussi ses premiers logements, on a beaucoup de préoccupations et je pense moins d'espace disponible mental pour la lecture, bien souvent. Enfin, moi, en tout cas, ça a été comme ça que je l'ai vécu, hein, la vingtaine, ça a vraiment pas été une décennie où j'ai pu lire énormément. Et il y a eu un moment où j'ai eu un déclic, en fait, de m'inscrire en bibliothèque. Et mon copain de l'époque lisait pas mal, il lisait plus que moi, du coup, il devait lire une dizaine de romans par an, et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment tombée à, je vous dis, 1, 2, 3 max bouquins par an, quoi. Et du coup, j'ai été dans ma bibliothèque, et sur le présentoir, en fait, j'ai vu ce livre que j'ai trouvé tout simplement très, très joli et curieux, et ce mot arcane, qui veut dire secret, du coup, euh, le résumé aussi m'a beaucoup intriguée, je vais vous le lire du coup. À la mort de son père, Laura Willows quitte sa campagne du Somerset pour vivre chez son frère à Londres. Laura, qui avait un peu l'impression d'être un morceau du patrimoine que l'on aurait oublié dans le testament, était toute prête à admettre que l'on disposa d'elle au mieux des besoins de la famille. Ce qui bien entendu fut fait. Elle n'a que 28 ans, mais devient rapidement pour tout le monde la docile, l'insoupçonnable, l'immuable tante Loli. Des années plus tard, elle commet quelques excentricités jusqu'au jour où, lassée par la vie londonienne qu'elle trouve décidément trop étriquée pour elle, il lui prend la fantaisie de s'installer, seule, à Great Mop, dans la région des Chilterns. Dans cette nature fantastique, Laura Willows se sent chez elle. Elle peut enfin assouvir sa soif de liberté. Elle avait l'impression de se réveiller d'un sommeil de plus de 20 ans, écrit Sylvia Townsend Warner à propos de son héroïne. Laura Willows est une héroïne de Jane Austen pour certains, une figure de la liberté et de la féminité pour d'autres, une métaphore de la femme écrivain pour moi. Citation de Geneviève Brisac, qui a aussi préfacé, qui a fait une très bonne préface à cet ouvrage. Donc c'est un roman qui alors je vais vous parler déjà un petit peu du style, c'est un style qui est très accessible, très simple, très compréhensible. La traduction, je trouve, est très très bonne et le rendu du style est fidèle à l'original. Donc vraiment, on est dans quelque chose d'accessible, qui a une dimension un petit peu conte, dans cette simplicité justement, qui est retranscrite. Sylvia Townsend Warner, dans son ton, dans la façon dont elle emploie les mots, dont elle agence ses phrases, il y a quelque chose d'assez enfantin, je trouve, de très pur, de très au plus proche du vrai, mais tout en gardant une dimension qui est à la limite du fantastique et qui rappelle donc beaucoup le conte, puisque voilà, on est vraiment dans un récit d'une histoire qui paraît réelle et en même temps invraisemblable. C'est assez difficile à retranscrire le ressenti que j'ai, mais pour moi, il y a une atypicité pardon, chez Townsend Warner dans sa façon d'écrire, et j'ai retrouvé cette atypicité dans d'autres romans que j'ai pu lire d'elle. Donc je pense à Une lubie de Monsieur Fortune, il y a aussi le cœur pur, ou quelque chose comme ça, un cœur, je ne sais plus, je vous mettrai le titre. Et puis j'avais lu un recueil de nouvelles, Le Royaume des Elfes, et j'avais commencé, je ne sais pas si je l'ai terminé, j'ai l'impression que je ne l'ai pas fini, A Corner Who Held Them, qui parlait de nonnes. Mais bon, tout ça pour vous dire que de par toutes ces lectures, je les ai trouvées très disparates. Celle que j'ai vraiment beaucoup aimée, l'autre, c'est Une lubie de Mister Fortune. Maintenant, les autres œuvres m'ont laissé un petit peu plus insatisfaite, disons. Mais le point commun entre toutes, c'est toujours ce style
qui est innocent, naïf et très très vrai et très authentique. Et rien que ça, je trouve que ça me touche en fait quand je lis Tonson Warner, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle dit les choses, elle dit sa vérité. Et donc ça, c'est très très beau, je trouve, à lire. Donc ça m'a permis de poursuivre ma lecture, on va dire en 2010, comme ça j'arrêterai d'hésiter, même si je suis pas certaine à 100% que c'était en 2010, mais du coup cette première lecture en 2010, j'ai été au bout grâce à ce style qui m'a emporté, parce que comme je ne savais pas les thématiques, j'avais rien qui m'accrochait. Donc j'avançais un peu dans l'inconnu dans ce roman, mais j'avais envie aussi de connaître le devenir de cette femme qui m'intriguait, sachant que je devais avoir dans les 26 ou 27 ans, et quand on commence le livre, elle a 27 ans, je crois. C'est dit dans le résumé d'ailleurs. 28 ans. Et, euh, et en fait, un autre gros changement de sa vie aura lieu quand elle aura 47 ans. Voilà. En avançant dans le livre, j'ai vraiment été épatée par le vécu de cette femme qui... je sais pas comment vous dire, mais ça a résonné en moi à plein de niveaux. Donc à l'époque, on n'était pas du tout, il n'y avait pas eu cette nouvelle vague encore féministe, ou en tout cas elle était un petit peu en gestation, on va dire, mais elle était pas encore, il n'y avait pas encore le gros mouvement qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un livre qui m'a ouvert au féminisme, qui m'a ouvert à des questionnements d'ordre politique et sur ma place dans la société. Et ça m'a aussi ouvert à des questionnements d'ordre spirituel, ce à quoi je ne m'attendais absolument pas à la lecture de ce roman. Euh, et ça, c'est vraiment, je pense, le point qui m'a le plus marqué. C'est qu'après l'avoir refermé, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie, sur moi, sur mon intériorité, mes croyances. Qu'est-ce qu'elles impliquaient, d'où provenaient ces croyances. Et voilà, c'est un livre qui m'a vraiment amené à me poser tout un tas de questions à cette première lecture. Maintenant, je dirais que cette première lecture, pour moi, est restée beaucoup en surface. Et qu'à l'âge de 26-27 ans, j'en suis surtout restée à cette dimension d'émancipation. C'est un roman qui démontre une émancipation féminine à une époque où la femme est considérée comme un objet et comme un objet appartenant à son mari, ou si elle n'est pas mariée, comme c'est le cas de Lolly Willows, à sa famille, et qui n'a donc que peu de libre arbitre. Et ce roman nous démontre qu'on peut avoir un libre arbitre, qu'on doit se rebeller, et c'est vraiment très important. Regardez d'ailleurs une conférence que je vous mettrai dans la barre en bas, qui parle de Lolly Willows et des liens avec le satanisme par Per Faxneld, qui est l'auteur d'un essai qui s'appelle Satanic Feminism, et qui met en lien le satanisme au 19e siècle et l'émancipation féminine, et on voit en quoi c'est très très lié par le biais de la sorcellerie en fait, et de l'histoire de l'Inquisition, etc., l'histoire féminine en général. Donc, pour conclure sur cette première lecture, elle a beaucoup résonné parce que moi-même j'étais dans une phase d'émancipation face à ma famille, avec un emploi enfin stable, avec une relation de couple durable, et où je pouvais enfin envisager de vivre la vie que j'avais choisie et de vivre une forme de libération. Et ce roman est venu me prouver que c'était possible et qu'il était même possible d'aller plus loin. Mais je ne savais pas encore comment. Puis les années qui ont suivi, j'ai questionné davantage ma spiritualité. Ça a commencé vers 2012, donc finalement pas si longtemps après quand j'y pense, parce que vraiment tout ça est très très lié. C'est pour ça que je pense que c'est un de mes romans préférés, parce que vraiment il regroupe des questionnements et des thématiques qui se relient de façon impressionnante quand j'y repense dans ma vie. Mais voilà, j'ai commencé à me poser ces premières questions, sachant que j'ai commencé un autre emploi qui a été beaucoup plus challengeant. Euh, voilà, forcément mieux rémunéré, avec plus d'investissement, mais aussi beaucoup plus difficile d'un point de vue psychologique. Et, euh, et puis il y avait cette mode en 2012, il y aura la fin du monde, enfin voilà, il y avait une ambiance comme ça un petit peu étrange cette année-là, et ça m'avait poussé aussi à faire quelques recherches, et notamment sur ouais, l'histoire féminine, enfin j'ai le souvenir les symboles aussi, les symboles m'intriguaient beaucoup, et tout ce qui était la Wicca, enfin voilà, tout. Je savais pas trop vers quoi j'allais, mais j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à faire des recherches spirituelles. Et puis en même temps, j'ai commencé
à réfléchir à comment être mieux psychologiquement, et je me suis mise en 2014 à méditer. Donc pour moi, il y a vraiment eu une avancée, si vous voulez, un cheminement spirituel qui a commencé à être engendré en fait par cette lecture, mais pas que, hein, il y a eu d'autres choses. Il y a eu aussi le végétarisme qui est arrivé, qui pour moi est pleinement... c'est aussi quelque chose d'extrêmement spirituel et éthique. Et, euh, et voilà, et du coup j'ai commencé vraiment à développer en fait une forme de spiritualité qui me convenait, qui me correspondait, qui m'était plus personnelle, qui n'était pas euh, offerte, on va dire, par la société, où souvent bon, moins maintenant évidemment, mais notre société a tendance... Enfin, la religion chrétienne, c'est encore ce qu'on a de plus accessible en matière de spiritualité dans une société comme la nôtre, parce que voilà, c'est installé, il y a même des bâtiments dans chaque ville qui sont des églises, enfin voilà, vous savez aussi bien que moi que c'est très très accessible, et que si on veut avoir une spiritualité qui s'éloigne un petit peu de ça, c'est moins évident déjà. Euh, donc je suis ensuite devenue païenne vers 2015, et j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cycle de l'année, aux saisons, à ce que ça pouvait apporter de façon spirituelle, donc encore une fois, à la psychologie, voilà, avoir envie de grandir en fait, et d'être un peu plus dans la compassion et un peu moins dans l'ego, enfin voilà, tout ce genre de cheminement. Et là j'ai relu ce livre, et m'a sauté aux yeux vraiment la dimension de la sorcellerie. Donc c'est ça le thème que je vous spoil, et que je pense que il est bon de spoiler ce thème. C'est un roman qui va parler de la sorcellerie, de ce qu'est réellement la sorcellerie, et pas de l'idée qu'on s'en fait. Donc cette deuxième lecture, pour moi, ça a été vraiment lors de ma découverte justement de la sorcellerie, de l'Inquisition, de l'histoire des femmes par rapport à la sorcellerie, et de ce que c'était. Et la sorcellerie, en fait, elle a été recréée, on va dire, fin 19e, début 20e, sous le parapluie, le terme parapluie de Wicca, mais elle a toujours plus ou moins existé. Et qui est-ce qu'on tuait et qu'on qualifiait de sorcières? C'était des femmes savantes, des femmes qui vivaient bien souvent seules, qui étaient âgées, qui étaient atypiques, qui étaient voilà, un peu... qui avaient des compétences et certains savoirs, et en même temps qui étaient un petit peu exclues, ou en tout cas marginalisées. Et dans des sociétés Renaissance, médiévale et tout ça, ça passait très mal. Et en fait, ça a passé très mal pendant plusieurs siècles. J'ai pas encore vraiment lu, je voudrais lire Caliban et la sorcière de Silvia Federici à ce sujet, qui traite vraiment qui apporte un regard plus historique et plus daté que ce que je vous dis là, qui reste très très flou, donc je sais que j'ai encore beaucoup de lacunes, mais voilà, grosso modo, sur l'histoire des sorcières. Et, euh, et ce que je trouve fou avec Loli Willows, en fait, c'est qu'elle a su nous montrer qu'encore au XXe siècle, en fait, c'était extrêmement choquant qu'une femme puisse oser se détourner de sa famille, vouloir vivre seule à la campagne et vieillir seule, ne pas vouloir se marier, et en plus vouloir devenir une sorcière. Mais waouh, quelle controverse! Enfin, c'était encore très 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 choquant en fait. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que sous des atours de contes très doux, c'est une véritable épée. C'est les termes qu'emploie elle-même l'autrice, en disant j'ai vraiment voulu écrire une épée, et les gens se sont attardés sur les motifs qui étaient peints dessus. Mais pour elle, ce roman, il est conçu comme une arme, en fait. Une arme pour les femmes, euh, d'émancipation féminine et spirituelle, donc. Et il a vraiment plusieurs couches, quoi. Il a cette première couche comme ça, toute douce, comme un cocon, un petit peu, où on est bien quand on lit, et c'est mignon, il y a beaucoup de descriptions, beaucoup d'images de nature. Et puis, en fait, plus on plonge dedans, et plus on perçoit cette profondeur spirituelle et cet appel à l'émancipation. Donc c'est vraiment cette troisième lecture, en fait, qui m'a ouvert les yeux sur la dimension un petit peu plus guerrière, disons, de ce roman, euh, où j'ai vraiment réalisé en quoi c'était une arme, et en quoi il fallait qu'il soit lu, et qu'il ne soit pas oublié, parce que elle a vraiment fait une parabole en fait de l'essor féminin, et d'un idéal féminin qui est trop peu souvent dépeint. L'idéal féminin, c'est pas être belle, être mère,
être marié, être riche, c'est pas ça. L'idéal féminin, c'est être en libre, être indépendante, être telle qu'on est, ne pas n'avoir besoin de personne, être en phase avec la nature. En tout cas, c'est l'idéal féminin qui est dépeint dans ce livre, évidemment. Après, forcément, chacun a ses idéaux et je suis pas là pour les juger, hein, mais là, je vous parle un petit peu de stéréotypes, on va dire. Mais du coup, voilà, l'idéal qui est présenté dans ce livre est assez, finalement, incisif et pas si représenté que ça dans la littérature. Donc, ça m'a vraiment sauté aux yeux à cette troisième lecture. Je me suis vraiment dit, mais la sorcellerie, en fait, c'est pas ce qui compte, c'est pas les rituels, c'est pas de se dire sorcière, c'est vraiment plus ce côté où on se revendique comme être marginal dans tout ce que ça peut impliquer. À 47 ans, elle s'en fiche, elle est elle-même et le regard du monde lui importe peu. Et en fait, elle va tisser des liens avec Satan. Et alors ça, c'est quelque chose que j'avais mal compris aussi, alors dans ma première et dans ma seconde lecture. Et dans la troisième, ça m'a semblé un petit peu plus clair. Donc maintenant, si vous refusez vraiment le spoil, je vais vous conseiller d'arrêter là avec cette vidéo parce que je voudrais vraiment vous parler de cette partie où Laura va signer un pacte avec le diable, entre guillemets, même si je vais pas être hyper éclairante, mais voilà, vous pouvez arrêter votre visionnage maintenant si vous préférez. Du coup, pour cette question du pacte avec le diable, j'ai été très très éclairée encore une fois par la conférence que je vous ai mise ci-dessous, qui est en anglais malheureusement de Parfaxneld, mais qui nous explique vraiment que le diable en fait c'est une figure qui vient tout simplement en opposition à la figure du dieu chrétien, et le dieu chrétien c'est aussi une figure d'oppression, c'est aussi une figure de patriarcat. Donc le diable, en fait, souvent, moi, ce que j'ai souvent pensé et dit en tant que païenne, c'est que le diable, c'est chrétien tout autant que Dieu. Et que donc, en tant que païen, on n'est pas sensible au diable, puisque c'est pas une figure qui existe chez les païens. Par contre, le diable, c'est une récupération du dieu cornu des païens ou d'un pan, ou voilà, d'un dieu des forêts, d'un dieu de la nature, et ça, c'est souvent ce qu'on trouve en fait dans les manuels païens. Et du coup, en fait, le fait que Laura signe un pacte avec ce diable, finalement, on pourrait le prendre comme si elle se refaisait tyranniser, mais cette fois par un être maléfique. Moi, c'était vraiment comme ça que je l'avais vu à ma première lecture. À ma troisième lecture, je suis beaucoup plus mesurée par rapport à ça. Je pense plutôt que c'est au contraire un pacte qui est libérateur et qui fait que Laura ne dépend plus de personne. Puisqu'en fait, à la fin du roman, elle le dit elle-même, le diable finalement il s'en fiche d'elle, il s'en fiche de sa vie, il la laisse faire ce qu'elle veut. Simplement, si on l'embête ou si elle est pas bien, il lui donne un coup de pouce. Et du coup, c'est plus un pacte de pouvoir avec elle-même, en fait. C'est un empouvoirment, cette signature avec le diable, et toute la symbolique est là, et est vraiment intéressante, la symbolique du diable. Le diable, c'est un symbole d'affranchissement d'une religion qui est millénaire dans nos sociétés, qui a fait beaucoup de mal en termes de meurtre, de féminicide, et, euh, et c'est une figure voilà, symbolique pour s'affranchir de tout ça. Donc je trouve que à ma troisième lecture, là, c'est vraiment ce que j'ai repéré, et ça donnait plus de logique en fait au livre, parce que sinon on se disait, mais du coup elle a quitté le joug de son frère, le joug de sa famille et de la société pour aller vers le joug d'une figure finalement qui est masculine et oppressante, le diable, c'est comme ça qu'on peut l'envisager. Mais là encore, je pense que je lirai, et je vous recommande aussi cette lecture si le sujet vous intéresse, le livre Satanic Feminism de Parfaxneld, puisqu'il est chercheur, il a vraiment fait des recherches sur la figure du diable, et ce que ça implique, encore une fois, les imbrications avec l'histoire des femmes. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on a encore beaucoup de déformations sur les visions du diable, et il suffit de voir les films, voilà, l'inconscient collectif où le diable c'est cette figure du méchant bonhomme rouge cornu, et ça c'est une représentation qui est purement chrétienne. Donc, donc là il essaye de chercher des œuvres en fait avec des représentations qui sont un petit peu différentes de ça, pour revoir un petit peu nos positionnements. Parce que souvent on peut adopter certaines croyances tout simplement parce qu'elles sont infusées dans notre pop culture en général, et donc on les remet pas en question. Et c'est vrai que finalement en faisant des recherches, en se penchant sur le sujet, on réalise que les choses sont bien plus complexes que ça, et que peut-être que certains biais de notre société, comme le biais patriarcal ou le biais chrétien,
peuvent venir influencer nos croyances et nos ressentis par rapport à certains symboles. Et voilà. Donc, je vais maintenant en venir à la conclusion. J'ai encore plus apprécié ma troisième lecture que les deux précédentes. J'ai trouvé le langage de Sylvia Thompson-Warner sublime, vraiment touchant, très 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 émouvant. Euh, Encore une fois, au niveau de ma vie, ça a fait écho parce que j'ai quitté ma région, j'ai été m'installer dans la campagne et je relis ce livre et j'ai 37 ans et elle part, je crois qu'elle a 47 ans et voilà, je trouve toujours des liens en fait entre ce livre et moi, c'est assez fou. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des livres comme ça avec lesquels vous arrivez à tisser des liens avec votre vie et le livre, ça m'intéresse parce que vraiment pour moi je fais beaucoup de parallèles en fait et j'ai rarement eu un livre dans lequel je pouvais autant m'identifier à son héroïne et au cheminement de l'héroïne avec celui que j'ai eu dans ma vie. Donc voilà, je trouve ça assez fou et bah, cette troisième lecture en fait a solidifié mon rapport à ce livre et en fait toujours un de mes romans favoris. Je sais que c'est pas un roman qui pourra plaire à tout le monde, c'est un roman qui contient des longueurs et si vous n'êtes pas sensible en fait à ces sujets-là, à ces thèmes du féminisme, de la sorcellerie, du satanisme, enfin de la philosophie en tout cas sataniste, parce que attention, hein, là encore le satanisme ça a été très très récupéré aussi au XXe siècle, notamment aux États-Unis et il y a encore une espèce de doctrine, une pensée qui en a été faite qui n'est pas celle d'origine. En fait, il n'y a jamais vraiment eu de pensée. C'est vraiment, pour moi, c'est une forme, c'est un symbole en fait, et qui n'a pas vraiment d'impact. C'est juste un symbole émancipatoire qui est très très intéressant, mis en parallèle à l'histoire des femmes. Mais tout ce qui est satanisme philosophique, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse en tout cas, ou que je chercherai à creuser, parce que ça a encore été récupéré en fait au final par des hommes qui étaient dans le milieu de l'ésotérisme et qui n'ont pas forcément eu des actions très claires et très nettes, notamment envers les femmes d'ailleurs, et envers les personnes racisées aussi. Donc vraiment, moi le satanisme, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Voilà. Mais par contre, ouais, ce livre est un bijou, et j'espère que cette analyse aura pu vous donner quelques pistes de lecture, vous donner envie d'aller vers cette lecture si ce n'était pas déjà le cas, vous éclairer sur votre lecture si vous avez lu ce livre et que vous vouliez en savoir un peu plus. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, et je vous dis à bientôt. Au revoir.